Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous pour ce dernier numéro de la semaine de décryptage. Nous allons parler de la visite du chef de l'exécutif ukrainien à Bruxelles avec Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Acclamé par les eurodéputés, applaudi par les dirigeants des 27 réunis en sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bouclé jeudi une visite européenne à Bruxelles au cours de laquelle il a réclamé des réponses concrètes à sa demande d'avions de combat. On va suivre cet élément réalisé par Gbemenyo Dagbovi et Bonito Bochoe et on revient pour les analyses. Première sortie de Volodymyr Zelensky à l'extérieur du territoire ukrainien depuis le 21 décembre à Washington. À Londres, dès sa descente de la Royal Air Force à l'aéroport londonien de Stansted, le président ukrainien est accueilli par le chef du gouvernement Rishi Sunak avant de rejoindre les 10 Downing Street. À Westminster, face aux parlementaires, le président ukrainien très ovationné est venu solliciter l'aide des alliés face à l'invasion russe. Je suis convaincu que ce symbole nous aidera pour notre prochaine coalition, la coalition des avions, et je vous demande, à vous et au monde entier, avec des mots simples et pourtant très importants, des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Une sortie réussie. Pour son déplacement au Royaume-Uni, Londres a promis une augmentation immédiate des livraisons d'équipements militaires, avec notamment des capacités de plus longue portée que ceux dont dispose l'armée ukrainienne jusqu'à présent. Zelensky a également obtenu une formation des pilotes, un apparent premier pas vers des livraisons d'avions de chasse réclamées par Kiev. L'agression de Vladimir Poutine ne peut en aucun cas être considérée comme un succès. Et c'est pourquoi nous avons accéléré et augmenté notre soutien militaire à l'Ukraine cette année. C'est une décision que j'ai prise en tant que Premier ministre. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin, non seulement en ayant fourni des chars Challenger et en étant l'un des premiers pays à le faire, ce qui catalysera la fourniture de chars par d'autres pays, mais aussi en commençant aujourd'hui à former les marines ukrainiens. Après cette rencontre avec les parlementaires, Volodymyr Zelensky devrait se rendre dans le sud-ouest de l'Angleterre pour rencontrer des soldats ukrainiens en formation. Il doit ensuite rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham. Le président ukrainien est également attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne. Nous avons plutôt suivi à Mamadou la visite de Volodymyr Zelensky en Angleterre, au Royaume-Uni. Alors, c'est pas grave, juste après cette visite, il ira à Bruxelles. Mais c'est la même chose, hein, Mamadou, la demande d'avions de combat. Tout à fait, puisque l'Union européenne déclare être, et c'est quand même vrai, les premiers en matière d'aide par rapport à l'Ukraine. Mais ce qui est curieux, c'est que si vous regardez à chaque fois, ce que l'Ukraine demande, en particulier leur président Zelensky, l'Union européenne répond en donnant toujours en deçà. Aujourd'hui, il parle d'avions de combat. Mais auparavant, on parlait de chars. Avant, on parlait d'armes offensives, puisque les gens distribuaient au départ des casques, des gilets pare-balles, etc., plutôt du matériel de protection, parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire clairement, malgré que vous voyez des analystes européens dans tous les médias nous dire que l'armée russe est fatiguée, l'armée russe n'est pas capable de gagner cette guerre, les Européens n'ont pas encore le courage de faire face à Poutine. C'est clair, c'est net. Ils demandent des avions, mais les réponses sont claires. La France dit qu'on va mettre à leur disposition des armes qui sont plus efficaces et plus utiles que les avions pour le moment. C'est-à-dire qu'on contourne. L'Angleterre dit, nous trouvons que ça peut amener vers une escalade, mais nous allons déjà commencer à former les pilotes. Les chars lourds qui avaient été demandés, vous voyez, les gens ont accepté le principe, mais les chars vont arriver quand? Il va falloir attendre encore quelques semaines. Il y a une chose qui est claire, même si le soutien européen à l'Ukraine est réel, dans ce soutien, il y a des calculs, puisque ces pays européens s'interrogent sur à partir de quand Moscou va considérer que la ligne rouge a été franchie et que par conséquent, Moscou va considérer ceux-là qui apportent des armes à l'Ukraine comme des gens qui prennent parti au niveau de la guerre
Et c'est ce calcul qui fait qu'effectivement, le président ukrainien fait tout actuellement pour pousser les Européens à fournir davantage d'armes à ses soldats. Alors, parlant de la visite à Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les 27 étaient convaincus de l'urgence d'agir face aux avancées de l'armée russe un an après le début de l'invasion ukrainienne. Et comme vous l'avez dit, mais n'a pas parlé d'avions. Est-ce qu'on peut dire que Volodymyr Zelensky a quitté Bruxelles sans être satisfait? Sans être satisfait, non. Il sait très bien ce qu'il fait puisque ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse. Il s'est déjà adressé à beaucoup de parlements. C'est vrai qu'il n'était pas là présent physiquement, mais à chaque fois, ça a été la même chose. On ne lui donne pas ce qu'il demande, on lui donne toujours en deçà de ce qu'il demande. Donc, il ne peut pas quitter Bruxelles en étant surpris. Il doit se rappeler l'affaire des chars allemands Léopard 2, où même l'Allemagne a été poussée par d'autres pays européens, par les États-Unis. On a vu la réticence de l'Allemagne jusqu'au dernier moment. En plus de la réticence, l'Allemagne a dit en quelque sorte, je ne vais pas payer les pots cassés avec la Russie tout seul. Moi, je donne les Léopards, les Américains donnent les Abrams, etc. C'est-à-dire que chacun n'a qu'à apporter ses chars lourds pour que, si la Russie considère ça comme un acte de guerre, qu'on soit obligé à répondre à la Russie de façon solidaire. Que ça ne soit pas l'Allemagne seulement qui se retrouve en face de la Russie. Mais en plus, vous avez vu tous ces pays qui leur donnent actuellement des armes avec des portées plus importantes, qui exigent même, parce que ça dépasse dire, qui exigent que les Ukrainiens n'utilisent pas ces armes pour tirer sur le territoire russe. Mais finalement, tu es en guerre avec quelqu'un qui tire sur ton territoire, on te donne des armes, et les armes qu'on te donne, on t'interdit de tirer sur son territoire. C'est pourquoi j'ai dit, Zelensky sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que pour le moment, les Européens ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Il y a un véritable gap entre la déclaration et ce qui se fait sur le terrain. Est-ce que vous pensez que Zelensky, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il est confiant, il dit qu'il va gagner la guerre. À chaque fois que je vous invite, vous dites que ça va être difficile pour lui. Il compte finalement sur qui? Sur les 27, sur les États-Unis et autres? Diplomatiquement, il a gagné. Je me dis que sa victoire, ça va être une victoire diplomatique. On lui a mis le tapis rouge partout. Il a rencontré le roi des Belges, le roi d'Angleterre. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Mais sur le terrain, s'il était vrai que l'Ukraine peut gagner cette guerre, pourquoi les Européens hésitent à lui fournir les armes? Parce qu'en fait, en menant l'Ukraine dans cette guerre, ce que les Européens veulent, c'est de créer des problèmes à la Russie. S'ils sont convaincus que l'Ukraine va pouvoir gagner cette guerre, ils ne vont pas hésiter à aller s'impliquer eux-mêmes pour vaincre la Russie une bonne fois, faire tomber la Russie, puisque derrière cette guerre, il y a cela, créer des problèmes à la Russie. Mais comme je l'ai dit tantôt, comment vous pouvez dire qu'ils ne sont pas forts et vous n'avez pas le courage de donner à l'Ukraine ce que l'Ukraine demande, tout en disant à l'Ukraine, nous sommes derrière vous, nous allons vous soutenir jusqu'à la victoire. Maintenant, moi, comme je l'ai dit tout le temps, je ne crois pas du tout à une victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Au contraire, de plus en plus, avec les armes qu'on met à la disposition de l'Ukraine, avec ces instructeurs qu'ils auront sur le terrain, parce que c'est des armes de dernier cri que les Ukrainiens eux-mêmes ne maîtrisent pas, on va de plus en plus vers un risque d'une guerre qui sort du cadre Ukraine-Russie qui puisse toucher à un certain nombre de pays européens. Et Poutine a été toujours très clair dans ses déclarations. Il n'a pas dit où se trouve la ligne rouge, mais le jour où il va trouver que la ligne rouge est franchie, qu'on ne soit pas étonné de voir cette guerre prendre carrément une autre ampleur, alors qu'avec cette ampleur actuelle, ça suffit déjà, puisqu'on a mis plein de gens dans des problèmes, comme nous autres Africains, alors que nous ne sommes en rien concernés par cette guerre. Le jour où Poutine verra la ligne rouge, vous l'aviez dit, le jour-là, les autres ne vont pas sans doute se taire. Mais ils ne vont pas se taire, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce que beaucoup d'analystes disent, mais attendez, on y va petit à petit, ça ressemble à ce qui se passait avec la Seconde Guerre mondiale, pendant que l'Allemagne grignotait des territoires, les gens se taisaient en pensant que ça ne sera pas vers moi, ça sera vers l'autre. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre l'histoire d'une autre façon? Parce que comme on le dit, l'histoire se répète. Puisqu'on est en train de laisser Poutine faire ce qu'il fait. Le président ukrainien continue à vouloir mener la guerre contre la Russie, à la limite en le faisant à la place des autres, mais qu'il réfléchisse pour une fois, qu'il pense à sa population et qu'il regarde la réalité en face. Ces Européens ne sont pas encore prêts à aller jusqu'au bout et l'Ukraine n'est pas en mesure, après une année de guerre, de pouvoir gagner cette guerre.
D'autant plus que déjà en novembre 2022 plutôt, quand on faisait le point, les Européens avaient mis 35 milliards d'euros dans cette guerre. 35 milliards d'euros, si vous le transformez en CFA, ça va être des milliers difficiles à citer. Mais il faut se poser également une question. Pourquoi donner 35 milliards d'euros à l'Ukraine alors qu'on a des problèmes ici au Sahel? Combien on nous a donné? Pourquoi donner des avions à l'Ukraine? Pourquoi ne pas nous donner nous aussi des avions pour qu'on règle le problème des groupes armés terroristes qui sont ici? Parce qu'avec ces 35 milliards, on aurait fini avec les groupes armés terroristes. Et même si l'argent est utilisé correctement, on aurait créé le développement dans tous ces pays en même temps. Il faut se poser la question, pourquoi cette double attitude où vous avez des pays africains qui ont besoin d'armes, qui ont du mal à se les procurer, et c'est les mêmes pays qui ont du mal à leur procurer des armes qui aujourd'hui se précipitent pour donner des armes à l'Ukraine. C'est quoi ce droit international entre guillemets, ou bien plutôt cette géométrie variable dans le traitement entre des pays qui sont tout simplement des pays agressés? On ne l'appelle pas autrement. Et je ne crois pas que Poutine soit plus dangereux que les groupes armés terroristes. Alors, parlant justement de Volodymyr Zelensky, vous souhaitez qu'il fasse quoi? Parce que ce n'est pas lui quand même qui a commencé la guerre. C'est Poutine qui a attaqué son pays. Ce n'est pas lui qui a commencé la guerre, mais il n'a qu'à regarder si la guerre continue, qu'est-ce que lui il gagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait ce que les hommes d'État savent faire. Dire aux Ukrainiens, on a fait ce qu'on pouvait, on a voulu résister, nous sommes dans nos limites, même ceux qui prétendent nous aident avec du retard. Puisque c'est ça qui se passe. Donc, croiser les bras? Pas croiser les bras, négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Très certainement, il y aura des territoires à céder, la Russie va poser des conditions, mais je me dis que c'est ce qui arrange plus aujourd'hui l'Ukraine que de vouloir continuer une guerre que l'Ukraine ne gagnera pas en moment. Alors, pour d'autres analystes, analystes, c'est Poutine qui a commencé, c'est à lui de s'arrêter. Mais non, la guerre, ce n'est pas celui qui commence qui arrête. La guerre, généralement, c'est celui qui est le plus fatigué qui abdique, comme pour utiliser l'expression. On l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, avec comment on appelle encore le rail, le chemin de fer, l'autorail, où les gens sont venus pour dire, bon, actuellement, nous acceptons d'arrêter la guerre parce que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir la continuer de notre côté. Pour moi, il n'a pas à le faire en perdant la face. Mais les Américains, Macron, à un certain moment, lui ont dit carrément que s'ils décident de négocier avec la Russie, ils vont l'appuyer. Ce qui veut dire que s'ils décident de négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre, ce ne sont pas ces soutiens-là qui vont dire non, parce qu'un an de soutien, eux également, ils commencent à sentir véritablement l'effet de la guerre, certes pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Alors, sur le terrain, Mamadou, il y a des pertes partout. Les gens disent que ce ne sont pas seulement les Ukrainiens qui sont sentis les plus faibles, qui perdent la vie, mais aussi des Russes. Mais dans une guerre, il y a des morts des deux côtés. Ce qui est bizarre dans cette guerre, c'est que les Russes donnent le nombre de morts des Ukrainiens, les Ukrainiens donnent le nombre de morts des Russes. Et aucun pays n'accepte de donner véritablement le nombre de morts le concernant. Mais déjà, le fait qu'on le cache signifie que le nombre est important. Parce que s'il n'était pas important, il n'y a rien à cacher. Si tu n'as pas de soldats qu'on a tués, il n'y a rien à cacher. Quand tu n'en parles pas, c'est que le coup est véritablement dur. Il y a une question stratégique dedans, ne pas décourager les militaires, ne pas apeurer les populations. Mais quand on analyse, c'est très clair, chacun se met à citer le nombre de morts chez les autres, alors qu'il est clair qu'il y a un grand nombre de morts d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que les Ukrainiens payent le prix le plus élevé, parce que la guerre se déroule sur leur territoire. Donc en termes de destruction, en termes de blessés, en termes de population déplacée, c'est eux qui subissent quelque chose que les Russes ne subissent pas pour le moment. Et je me dis que s'ils demandent les armes de longue portée, peut-être que ses alliés ont soupçonné qu'ils veulent faire la même chose pour la Russie, et malheureusement, ils sont en train de lui imposer de ne pas tirer sur la Russie. Alors, quelle solution proposer aujourd'hui, selon vous, Mamadou? La meilleure solution à l'échelle internationale, c'est l'ONU. Tout le monde le sait. Mais aller à l'ONU, vous retrouvez la Russie, vous retrouvez les États-Unis, vous retrouvez la France, c'est-à-dire d'autres pays qui sont indirectement en conflit avec la Russie. La conséquence, c'est qu'à chaque fois que l'un ne sera pas d'accord avec la décision qui va être prise, il va déposer son veto. Raison pour laquelle vous n'entendez pratiquement pas les Nations Unies véritablement dans cette affaire, si ce n'est pour des condamnations de principe, parce qu'il va être extrêmement difficile de prendre une décision dans ces conditions, puisque ceux qui détiennent le droit de veto sont eux-mêmes impliqués dans ce qui se passe. Mais
qui va venir résoudre ce problème. Mais c'est pourquoi c'est Zelensky actuellement qui peut prendre le devant pour mettre fin à cette guerre, puisque les Européens seront gênés de lui dire arrête parce que c'est eux qui lui avaient dit si on t'attaque, nous serons là. Ils sont derrière lui en train de l'écouter. S'il prend la décision de négocier, les Européens et les Américains ne vont pas dire le contraire actuellement. Alors, l'opinion des deux pays est quand même divisée. Les gens en parlent au niveau de l'Ukraine et surtout au niveau de la Russie. On n'en parle pas trop. Bon, la Russie, c'est plus compliqué de parler d'opinion parce que c'est un pays où les gens sont gérés avec une main en acier. Vous n'avez pas la possibilité de manifester. Vous avez vu le système qu'ils avaient utilisé à certains moments. Ils avaient créé ce qu'on appelle une manifestation individuelle. C'est un seul individu qui sort. Et même manifestation individuelle, on a attrapé les gens. Donc, quelle est véritablement l'opinion des Russes sur cette question? On n'a pas un baromètre clair nous permettant de le voir, mais il est clair que vous avez une bonne partie des Russes qui sont contre. On a vu des gens qui sont sortis du pays, qui sont allés à l'extérieur faire des déclarations pour montrer qu'ils sont contre la guerre. Au niveau de l'Ukraine, vous avez la même chose. Vous avez des gens qui veulent défendre leur patrie, qui veulent se battre. Mais vous avez des gens également qui disent, mais attendez, on ne va pas gagner cette guerre, il faut cesser. Les populations tombent, le pays est en train d'être détruit. Ça ne sert à rien de continuer quand on est sûr qu'il n'y a pas la victoire au bout. Parce que c'est là où il faut se poser, où est la logique. Si tu es sûr que tu ne gagneras pas cette guerre, tu la continues pourquoi? Quel est l'objectif de l'Ukraine en continuant la guerre? Si l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, je ne vois pas l'objectif et moi c'est ça qui me pose problème. C'est pourquoi Zelensky n'a qu'à prendre ses responsabilités et il y a déjà des négociations entre eux. La guerre n'empêche jamais aux gens de prendre contact et de communiquer, mais il n'a qu'à dire à la Russie, discutons pour mettre fin à ce conflit. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause et derrière, on reçoit notre invité. Il dit qu'il est le prophète du 21e siècle.